Est-ce qu'il n'y a pas plus universellement insupportable que la mauvaise foi? Le gars te dit droit dans les yeux, devant tout le monde, le strict opposé de ce qu'il t'a dit au téléphone la veille au soir. Comment devant tant d'affronts ne pas se dire que c'est nous le fautif? Et il y a de sacrés champions pour ça. Petite histoire. Nous sommes au printemps, à 3 au bord d'une piscine, tout habillés. Je me tiens au bord de celle-ci et bien sûr, l'un des deux compères, évidemment, fonce sur moi pour me projeter dans l'eau, blague ancestrale, sauf que là, mes années d'aïkido aidant, l'arroseur est à ma merci, un micro-mouvement de poignet et je pourrais laisser choir lamentablement le bougre à ma place dans l'eau à 18 degrés. Son destin et celui de son téléphone sont entre mes mains. Il ne s'était pas inquiété de mon téléphone quand il s'est jeté sur moi. Malgré tout, grand prince, je le regrette aujourd'hui, j'ai eu un peu pitié, je l'ai relevé. Eh bien, tenez-vous bien, les deux compères se sont entendus pour qu'après coup, au repas devant 15 personnes, ce moment de honte ultime n'ait jamais eu lieu. À 2 contre 1 et devant tant de mauvaise foi, j'ai bugué. Et j'en bug encore 10 ans plus tard. C'est complètement dingue. Peut-être se reconnaîtront-ils. Je suis sans doute excessivement naïf, mais le monde peut être sacrément décevant et c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Peu d'enjeux pour moi, sinon une humiliation certaine dans ma petite histoire, mais il en sera autrement dans un environnement professionnel dans lequel les responsabilités sont bien présentes. Comment détecter? Comment réagir? Y a-t-il une botte secrète? Faut-il fuir tout de suite? Dans cette séquence, voici les objectifs que je te donne. Être capable de détecter une tendance à la mauvaise foi le plus tôt possible. T'éviter une ou des réactions qui pourraient t'enfoncer la tête sous l'eau. Te sortir de la mauvaise situation. Je vais te donner toutes mes armes contre la mauvaise foi. Alors, pour info, si tu souhaites savoir qui je suis et ce qui me permet de penser être légitime avec tous ces sujets sur la chaîne Instant T, je te mets en lien dans la description ma vidéo de présentation de mon parcours personnel et professionnel. Je te dis tout et bien plus, comme ça, tu sauras à qui tu as affaire. Revenons à notre sujet. Peu glorieux, certes, mais c'est notre sujet, la mauvaise foi. Je crois malheureusement qu'on doit être méfiant quand on rencontre une nouvelle personne. On ne peut pas, en fait c'est assez sain comme comportement, offrir une confiance totale au premier ou à la première venue. Pourquoi use-t-on de cette mauvaise foi? Qu'est-ce qui nous pousse à briser notre intégrité qui nous est si chère à toutes et à tous? Le plus souvent, pour se dégager d'une faute, se départir d'une honte. La mauvaise foi permet de se dégager d'une conséquence dont on ne veut pas être la cause. Et s'il y a bien un comportement dont ne peut souffrir la gestion d'un projet au long cours, c'est bien la mauvaise foi. En tant que maître d'œuvre instanté, nous sommes amenés à piloter les projets de travaux que nos clients nous confient pendant parfois près de 2 ans de relation, voire même plus. Les sujets sont excessivement nombreux, parfois très complexes, mais c'est surtout le nombre qui rend la chose périlleuse. La moindre pointe de mauvaise foi peut être catastrophique pour la bonne exécution du projet, et ce jusqu'à son ultime terme, jusqu'au dernier jour du chantier, et d'ailleurs même après, pendant plus de 10 ans. Dès les premiers instants du projet, la mauvaise foi ne peut pas faire partie de l'équation. J'exècre la mauvaise foi, elle est inhumaine, mauvaise, délétère. Soyons honnêtes, il est très difficile de ne pas y succomber. Elle est accessible, très facile, mais malheureusement très destructrice. La mauvaise foi est en réalité la parfaite antithèse de l'humilité. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rester humble moi-même devant les projets de travaux que je me vois confier, c'est la véritable incapacité à retenir toutes les discussions pour tous les sujets de tous mes clients en cours. C'est proprement impossible. Donc, j'écris tout. Et si je fais une erreur dans mes écrits, on peut toujours y revenir et l'on corrige. Qui ne fait pas d'erreur sur 24 mois de relation client? Il y a donc la mauvaise foi, mais il peut aussi y avoir une autre chose de moins intentionnelle et il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Attention donc
à distinguer la mauvaise foi de l'incapacité matérielle ou immatérielle à comprendre une notion ou une situation. Dans ce cas précis, la pédagogie doit prendre sa place. Mais je dirais aussi que la notion de confiance doit se conquérir auprès de ses interlocuteurs et viendra conforter la pédagogie. Car encore une fois, les sujets à évoquer pour un projet de travaux sont presque innombrables et il sera très difficile de faire de la pédagogie perpétuelle, qu'il s'agisse de nos clients, de leurs banquiers, des artisans ou encore des voisins jaloux. Dans cette séquence, nous parlons bien d'un interlocuteur sain d'esprit, en pleine capacité de compréhension de la situation qui, délibérément, déforme d'une façon ou d'une autre la réalité. Comment s'en prémunir? Chez les architectes, nous avons un gros défaut. On est des gros naïfs. Nous sommes emportés par notre passion, notre envie de bien construire, notre loyauté. Il est difficile de trouver un architecte volontairement malhonnête. Alors, déjà, être alerte à une possible mauvaise foi, accepter qu'autrui puisse en user, c'est un grand pas pour nous, les grands philanthropes. Ensuite, il est nécessaire, sans la chercher à tout prix, de garder toute vigilance dans la durée. Je vais te donner quelques phrases clés qu'on a déjà tous entendues. De celles qui te font ouvrir les yeux, raidir le corps et tomber les bras en laissant échapper un « dites-moi pas que c'est pas vrai qu'il a dit ça !» C'est parfois tellement gros qu'on se sent idiot à douter de l'affirmation qui vient d'être prononcée. Plus c'est gros, plus ça passe. On la connaît cette phrase. Bouche bée, un ange passe et comme personne ne réagit, le mensonge est acté. Et puis vient le moment de la confrontation. Car nous ne sommes tout de même pas nés de la dernière pluie, nous prenons des notes, écrivons des mails, voire des comptes rendus si l'on est en chantier, et qu'il y a un moment, il faut passer à la caisse avec son sac de contre-vérité. Comme je le disais, la mauvaise foi peut avoir de très très graves conséquences. Et plus on attendra pour repérer et briser la mauvaise foi dans l'œuf, plus les enjeux sont importants. Le sac aura pris des proportions démentielles et la trouille de crever l'abcès prendra le dessus, jusqu'à ce qu'il pète au moment où l'on s'y attend le moins. Alors, voici ces quelques phrases que j'ai pu compiler pour ton plus grand bonheur. Tu vas voir, ça va te rappeler certaines de tes connaissances. C'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai pas dit comme ça. Il fallait pas le prendre comme ça. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Et puis, on a le magnifique « Oh, j'ai jamais dit ça !» Ensuite, on a « Je me souviens très bien !»« Je sais très bien ce que j'ai dit !» Et oui, toi, tu es un pleutre et moi, ma mémoire est infaillible. Et puis, il y a ceux qui coupent court et passent à autre chose. Bon, n'en parlons plus. Parlons d'autre chose. Passons. Oui, alors, passons, mais on fait quoi pour la trancher concrètement, là? Parce que faut quand même qu'on prenne une décision, les gars, quoi. Faut qu'on avance. Bon. Et puis, il y a les grands pervers qui vont jusqu'à te prendre à partie. Vous transformez mes propos, monsieur Soviche. Monsieur Soviche, vous n'avez pas de chance, j'ai une très bonne mémoire. Il y a aussi la personne qui redit la phrase en changeant rien qu'une petite virgule ou en ajoutant une toute petite conjonction de coordination. Tu vois, la petite truc qui change tout. Alors, au montage, je me rends compte que j'ai oublié la meilleure phrase de toutes. Monsieur Soviche, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Là, ça veut dire que le mec, la nana, tout est prévu d'avance. Tu vas te faire coincer. Note bien ces petites phrases anodines. L'étincelle, elle est juste là. Il est encore temps de mettre 2 doigts mouillés dessus. Mais si tu laisses passer une première fois, ça va être compliqué les suivantes. Il est impératif de tuer cette mauvaise foi dans l'œuf. On va voir comment, rassure-toi. Bien sûr, là où les premières fois, selon ton niveau de patience, on peut laisser couler. Bah oui, on n'est pas non plus infaillible, on a pu mal comprendre, laissons le bénéfice du doute l'emporter au moins cette fois-ci. Et puis, une goutte fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Là, on a passé la ligne. Alors, tu finis par préparer un piège, verbal bien sûr, et tu te délectes de le voir se refermer sur le malotru. Alors là, attention, prendre quelqu'un
en délit de mauvaise foi, c'est pire que d'avoir blessé un sanglier sans le tuer. Attention à ce que tu vas dire, ça va secouer sévère. Lui, il sait que tu sais qu'il sait que tu sais que tout le monde va le savoir. Moment de tension extrême. Je rigole. Mais cet instant est crucial pour le futur de ta relation avec cette personne. On peut jouer la dérision. Oh, la mauvaise foi. Mais bon, ça passe quand on se connaît depuis longue date, avec des gens autour qui se connaissent aussi depuis longue date. On peut pas vraiment jouer à ça. En tout cas, je n'oserais pas. Sur un chantier, au milieu des gars, avec le beau-frère du client, le stagiaire, ça peut paraître compliqué, périlleux tout de même. Quand on en est à se poser la question de l'intégrité de l'interlocuteur, car c'est bien de cela dont on parle, on n'est plus vraiment sur des sujets légers. Peut-on, sinon, raisonner la personne ? Encore faudrait-il que la personne reconnaisse qu'elle s'est mal exprimée. Alors, nous ne sommes plus sur de la mauvaise foi, mais sur de la discussion, cette base de toute relation humaine. J'ai perdu un temps précieux à tenter de faire reconnaître ces torts à beaucoup trop d'interlocuteurs dans ma vie pro, comme dans ma vie perso d'ailleurs. Pour aller dans le sens d'une citation de Pierre-Emmanuel Schmitt, que je vais te donner, on serait simplement tenté de fuir. C'est d'ailleurs la réaction la plus naturelle. De tout arrêter, ici et maintenant. Seulement voilà. La mauvaise foi a cela de compliqué que justement elle est improuvable. C'est la définition même de la mauvaise foi. Donc aucune matière officielle pour dénoncer un quelconque contrat. Aucune matière pour demander à un artisan de quitter un chantier. Alors, la voici, cette fabuleuse citation que j'ai pu lire dans un des livres de M. Schmitt. Je te mets la référence, d'ailleurs, dans la description. Écoute bien. Qu'il est aisé de se taire lorsque l'on a acquis la certitude de ne pas être compris. Je te laisse cette phrase dans la tête. Donc, si on récapitule. La personne est en délit manifeste de mauvaise foi. Aucune preuve tangible pour dénoncer un contrat, pire, on a une conscience professionnelle et tout couper d'un coup d'un seul, ce serait mettre un chantier en danger. Troisièmement, on acquiert la certitude que l'on ne va pas se comprendre. Alors, pas de secret. C'est définitivement la voie de l'écrit qu'il faut emprunter, on y revient après. Sur l'instant, en face à face ou au téléphone, puisque c'est nous qui sommes en faute et qui avons mal compris, on va acter notre erreur. Il n'y a pas d'autre choix pour endormir l'adversaire. Oui, j'ai bien dit l'adversaire. Puis, on va proposer de reformuler et de se faire corriger si on a mal reformulé. On se met d'accord sur une reformulation, on la relit et on demande « ça vous va si on l'écrit comme ça ?» L'écrit. Mais il faut bien s'y prendre, parce que tu le sais, que l'écrit est un excellent outil contre la mauvaise foi. Mais il faut bien s'y prendre. Et je t'ai donc donné déjà ma vision des choses. Constituer de l'écrit, c'est en fait se protéger. Et c'est en se protégeant que l'on va trouver notre salut. Constituer des preuves. Et deux issues se présentent alors. Un, par la force des preuves, en intimité, ne surtout pas faire ça devant tout le monde, on arrive à renverser l'interlocuteur malfaisant, voire même à renforcer une confiance que l'on croyait acquise. Deuxième issue, le contrefaisant est tout à fait sans scrupule et continue son petit jeu en pensant rouler son monde. Les preuves s'accumulent alors jusqu'au point de non-retour qui n'a d'autre limite que ta patience et ton éthique. La rupture de relation est alors inévitable, mais elle se fera avec preuves sonnantes et trébuchantes. Pour s'en sortir donc des preuves et pour constituer des preuves, rien de plus indiqué que l'écrit. Et s'il y a un échange téléphonique, toujours doubler celui-ci d'un écrit avec la mention « Merci de revenir vers moi par retour d'email si je n'ai pas retranscrit correctement notre échange. » Bien, jusque-là, on a parlé de réparer les pots cassés. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin en te donnant le comportement qui va aller jusqu'à prévenir toute tentative de mauvaise foi. Il s'agit, encore une fois, de l'écrit, sans grande surprise.
L'idée étant de ne pas attendre le conflit pour constituer de la matière. Dès les prémices de ta relation avec l'interlocuteur, tu peux retranscrire par écrit ses propos, que ce soit dans un mail ou un écrit officiel. L'interlocuteur doit avoir compris que tu écris tout et qu'il doit se méfier avec toi quand il ouvre la bouche. Là, tu as atteint le stade ultime de la sérénité. Tu fais définitivement fuir les petits malins. Alors, je me permets de te demander un petit coup de pouce. Si tu as noté quelque info, si je t'ai au moins fait un peu cogiter, ma plus belle récompense sera un clic sur le petit pouce. Je t'en remercie infiniment. Allez, on récapitule. Basée uniquement sur des ressentis, la mauvaise foi est très difficile à prouver. Son origine peut être involontaire, auquel cas la pédagogie fera renaître une forme certaine de confiance entre les parties. Malheureusement, il y a aussi la mauvaise foi tout à fait volontaire qui permet de ne pas assumer certaines réalités dont la personne est bien à l'origine. Dans ce second cas, l'interlocuteur devient un adversaire. C'est lui ou moi et il faut tirer le premier. Mais attention, le tir doit être ajusté. Alors, face à la mauvaise foi, péché suprême, pas de quartier. Si vis pacem, parabellum. Il faut constituer des preuves et pour cela laisser l'adversaire se confondre à différentes reprises sans l'en informer directement. Et parfois ça marche. Sans vraiment se l'avouer, l'auteur de la mauvaise foi se rend compte qu'il n'aura pas le dessus et finit par lâcher prise. Il y a encore une chance que les écrits répétés puissent remettre le contrevenant dans le droit chemin. Il est très difficile de se dédire des écrits. C'est aussi parfois l'occasion de découvrir une incompréhension ou une déception de la part de l'autre que l'on n'aurait jamais imaginé, persuadé d'avoir tenu ses promesses, persuadé de sa propre intégrité. Parfois, certaines de nos propres logiques échappent totalement à notre interlocuteur qui peut interpréter de travers certains de nos raccourcis. On en revient toujours au même point, la discussion. Mais dans une relation longue durée, c'est à nous, professionnels, de constituer des écrits sur lesquels baser nos rapports avec nos proches. Procédurier, me direz-vous? Bah oui, quand on gère 15 clients en parallèle, des centaines de milliers d'euros pour chacun, on n'a pas d'autre choix que cette rigueur de la procédure. Et heureusement, car pour finir, il y a les entêtés, ceux qui s'enlisent et se persuadent de leur propre vérité. Pour cela, la procédure rigoureuse est salutaire et la rupture de relation est l'inévitable issue. Quand les preuves s'accumulent, sers-toi en dernier recours, peut-être, de l'entourage immédiat de l'interlocuteur avant de quitter la relation, qu'elle soit cordiale ou contractuelle. Donc, se prémunir de la mauvaise foi grâce à l'écrit, tout de suite. Rester alerte à la mauvaise foi, la repérer le plus tôt possible. Constituer des preuves écrites. Confondre le malotru en intimité. 5. S'éloigner si le contrevenant persiste. À bientôt.